sur un sujet des plus pertinents. D'ailleurs, j'ai pris le catalogue de Costco dans le corridor en m'en venant. Puis, je voyais qu'avec ce que font les journalistes et les médias sur la vaccination et le vaccin, Costco met déjà des annonces pour des vaccins pas chers pour ce printemps. Parce que s'il fallait écouter ce qu'on entend dans les médias, il n'y a pas grand monde qui sera vacciné. Or, c'est tout le contraire. Alors, Dr Desserre est épidémiologiste. Il travaille à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Il est professeur en épidémiologie à l'Université Laval. Il est médecin épidémiologiste. Et son champ d'action et son expertise incontestable sont les maladies évitables par vaccination. Bref, c'est l'homme de la situation pour répondre, d'abord pour nous expliquer, nous dire la vérité, nous dire les vraies choses et répondre à vos questions. Et j'espère que les oreilles vont être grandes ouvertes et que vous serez les annonceurs de la bonne nouvelle. Parce que je pense que comme intervenant dans le milieu de la santé, on a un rôle aussi de vecteur de propos scientifiques et non émotifs. Et non, on va entendre aujourd'hui des choses tout à fait rationnelles et scientifiques. Je vais faire de ça. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Cette conférence est retransmise en... Il y a un site de visio qui n'est pas en mute. Bon. Merci. OK. Bon, alors, donc aujourd'hui, je vais venir vous parler des enseignements qu'on a pu tirer de la première vague de l'épidémie qui s'est produite au printemps, au mois de mai-juin, essentiellement pour le Québec et le Canada, et aussi l'expérience qui a été glanée dans les pays de l'hémisphère sud. Alors, l'hémisphère sud étant dans la période hivernale, pendant que nous autres, on a notre été, ils ont évidemment eu une atteinte plus importante avec le H1N1 que ce qu'on a pu avoir dans les pays de l'hémisphère nord. Alors, sans plus attendre, on va on va présenter les choses. Et donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est de décrire les principales caractéristiques épidémiologiques de la pandémie de H1N1. Identifier les groupes de patients qui sont plus susceptibles de développer des complications, connaître le traitement recommandé et décrire les caractéristiques du vaccin H1N1 et le programme de vaccination qui est prévu. Alors, on va parler de l'influenza en commençant. L'influenza, c'est un virus à ARN qui, on pense que l'influenza, c'est une chose, en fait, c'est plusieurs choses. L'influenza, on a deux types principaux chez les humains, l'influenza A, l'influenza B, mais il existe une influenza C aussi, dont on parle à peu près pas parce que son potentiel épidémique est très faible. On va généralement classifier les types d'influenza en fonction de différences de deux protéines, la nucléoprotéine et la protéine de la matrice, qui vont donc classifier l'influenza en influenza A et influenza B. Le virus de l'influenza A, les virus sont sous-divisés en sous-types et selon les caractéristiques des glycoprotéines de l'hémagglutinine, donc la protéine de surface, et de la neuraminidase, qui est une autre protéine qu'on retrouve sur l'influenza. Vous allez le voir à la prochaine diapositive. Le potentiel épidémique des deux types d'influenza, influenza A ou influenza B, n'est pas pareil. C'est vraiment l'influenza A qui a le plus grand potentiel épidémique, alors que l'influenza B, c'est plus restreint, et l'influenza C, on n'en parlera à peu près pas. Quand on voit la nomenclature de l'influenza, on va dire, ça c'est un influenza A, California, quelque chose. Comment on nomme ça? Alors, on va avoir le type, donc c'est une influenza A ou B. On va avoir la ville où le virus a été identifié la première fois. On va avoir le numéro des virus identifiés dans cette ville-là
Alors, c'était, par exemple, le 5e virus influenza qui était identifié dans cette année-là, dans cette ville-là, l'année où ça a été identifié, et le sous-type, donc, est-ce que c'est un H1N1, est-ce que c'est un H3N2 ou autre. Alors, vous voyez ici le virus de l'influenza. Alors, à la surface, on a deux protéines, la neuraminidase et l'hémagglutinine. Les protéines de neuraminidase et d'hémagglutinine qu'on a chez les humains, on en a deux types. On a le H1 et le H3. Et on avait, au niveau des neuraminidase, des N1 et des N2. Mais dans la nature, chez les oiseaux, on a une grande variété d'hémagglutinine et on a une grande variété de neuraminidase. Et tous ces types de protéines peuvent se combiner et donner donc des nouveaux virus influenza qui pourraient éventuellement affecter la population humaine. Mais pour le moment, nous n'avons dans la population humaine que deux sous-types d'influenza A, des H1N1 et des H3N2. Dans le H1N1, on avait l'influenza H1N1 saisonnière et depuis le mois de mars de cette année, on a l'influenza H1N1 dérivé du porc. Et vous voyez à l'intérieur du virus d'influenza, on a 8 gènes. Ces gènes-là vont être injectés dans les cellules qui vont être infectées et vont utiliser la machinerie des cellules pour produire des nouveaux virus. Si à un certain moment, on a deux virus qui infectent une même cellule, on pourra avoir des mélanges de ces gènes-là, alors d'un virus d'une variété avec un virus d'un autre, pour produire des nouveaux virus. Et on va parler donc des changements génétiques. On a des changements génétiques qui se font par deux mécanismes. La première, c'est la mutation. Alors, le matériel génétique du virus peut muter, et ça, c'est des changements qui vont se faire de différentes façons. On parle de la substitution, des délétions, des insertions du matériel propre du virus. Mais on va avoir l'autre mécanisme qui est le réassortiment. Alors, le réassortiment, c'est une combinaison de matériel génétique de deux virus influenza qui surviennent lors d'une co-infection d'une même cellule. Alors, vous avez vu, l'intérieur du virus, on a nos gènes. Quand on a une cellule qui reçoit deux virus en même temps, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, à l'intérieur de la cellule, les gènes peuvent se mélanger de toutes sortes de façons et vont donner naissance à ce moment-là à des nouveaux virus. Et c'est ce qui est arrivé pour le virus H1N1 qu'on a vu apparaître en 2009. Et les descendants donc vont contenir un mélange des segments génétiques des souches ancêtres. Le réassortiment peut se produire dans un même type de virus, mais non entre les types. Donc, on ne peut pas avoir un mélange d'influenza A avec d'influenza B. Par contre, on peut avoir donc dans l'influenza A des mélanges dans des sous-types. Donc, on pourrait avoir un mélange de virus H3 avec un virus H1. Et évidemment, ça va donner des choses qui vont être assez diverses dépendant de la combinaison. Ici, vous avez les origines du virus H1N1. Alors, on a eu trois virus. Il y avait un virus humain, H3N2, le virus des porcs, qui était un virus classique porcin, et un virus aviaire, qui se sont recombinés à la fin des années 90 pour donner un virus à triple réassortiment. Ce virus-là s'est combiné avec un virus de l'influenza du porc eurasien, donc d'Europe et d'Asie, d'Eurasien ici, et avec un autre virus réassorti du porc qu'il y avait en Amérique du Nord, et ça a donné la souche qui circule maintenant chez les humains. Les gens qui sont infectés ont une présentation assez typique de l'influenza. Par contre, le virus H1N1 a certaines caractéristiques cliniques qu'on ne voyait pas avec les virus saisonniers. Alors, on a donc ici la proportion des patients enfoncés, ce sont les patients d'une épidémie dans une école. En vert foncé, c'est les premiers 100 cas canadiens, et en orange, on a les premiers cas hospitalisés aux États-Unis. Ce qu'on voit, c'est que la fièvre et la toux sont présents chez la majorité des patients. On va avoir évidemment la difficulté respiratoire, la fatigue, la faiblesse, les frissons, alors qui sont les caractéristiques habituelles de l'influenza, mais on a des symptômes digestifs
qu'on ne voyait pas généralement avec l'influenza, sauf chez les jeunes enfants. Alors, on a des gens qui ont des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées, et ça, c'est un peu inhabituel. On retrouve ça chez 25 à 30 des patients. Donc, la présentation typique de l'influenza H1N1, c'est un début brusque avec fièvre et tout. On peut avoir des symptômes gastro-intestinaux. La période d'incubation pour l'influenza, généralement, on sait que c'est relativement court. Ici, ça pourrait s'étendre jusqu'à 7 jours, mais c'est relativement court, 1 à 2 journées de façon typique. Et donc, la fourchette complète de la période d'incubation, actuellement, on parle que ce serait plutôt de 1 à 4 jours. C'est une transmission, pour le moment, qui est considérée comme qui se fait par des gouttelettes, par des rapports rapprochés. Et évidemment, les personnes sont plus contagieuses en début de maladie que vers la fin de leurs symptômes. L'excrétion du virus peut parfois excéder 1 semaine. Une des choses qu'on a pu voir dans une étude qu'on a fait ici à Québec, c'est qu'au moment où on confirmait le diagnostic chez des gens qui étaient malades du H1N1, il y avait une grande proportion des gens qui n'étaient plus fiévreux, qui avaient été fiévreux, qui n'étaient plus fiévreux et qui étaient encore porteurs du virus vivant. Donc, on a fait des cultures virales qui confirmaient que ces gens-là, au moment du diagnostic initial, dans les premiers jours de leur maladie, 70% étaient porteurs de virus vivant, donc possiblement contagieux, même si on avait à peine 30% des gens qui étaient fiévreux. Donc, la fin de la fièvre ne signifie pas la fin de la contagiosité. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'après 1 semaine, donc le 8e jour après le début des symptômes, on avait encore un minimum de 8% des gens qui étaient porteurs de virus vivant. Le virus H1N1 est résistant aux adamantanes, mais il est sensible aux inhibiteurs de la neuraminidase. Il y a quelques rares cas de résistance qui ont été rapportés, mais généralement, on considère que les souches sont sensibles aux inhibiteurs de la neuraminidase et la vaste majorité des cas récupèrent complètement en quelques jours. Alors, qui est le groupe le plus touché par la maladie? Bien, c'est d'abord les enfants d'âge scolaire et les nourrissons. C'est clair que dans les jeunes de moins de 20 ans, on a eu une fréquence de la maladie qui était plus élevée que chez les adultes. Par contre, le taux d'hospitalisation, quand on le regarde, il est très élevé chez les tout jeunes enfants, les nourrissons de moins d'1 an. Il est, vous allez le voir, bien élevé quand même aussi chez les 1 à 4 ans. Ensuite, ça baisse et ça reste relativement stable dans les différents autres groupes d'âge. Mais les gens qui ont des maladies sous-jacentes, les femmes enceintes, les gens des Premières Nations, ont des taux d'hospitalisation plus élevés. C'est vraiment la présence de maladies sous-jacentes qui est le plus gros facteur qui mène les gens à être hospitalisés, à être admis aux soins intensifs ou à décéder. Alors, on va parler de la situation épidémiologique un petit peu partout dans le monde. Alors, au 20 septembre, il y avait plus de 300 000 cas confirmés dans le monde, mais évidemment, ce n'est qu'une très petite fraction de tout ce qui a circulé. Il y a à peu près 4 000 décès qui ont été rapportés à l'Organisation mondiale de la santé et c'est présent dans presque tous les pays. 191 pays ont rapporté du H1N1. Ça a largement circulé dans l'hémisphère sud durant la saison estivale qu'on a eue, mais leur saison hivernale. Et on a pu voir un phénomène qui était attendu, c'est le remplacement des virus saisonniers par le virus H1N1. Alors, avec les pandémies, ce phénomène-là a été observé à chaque fois. Quand arrive un nouveau virus, les autres virus cèdent rapidement la place et vont être complètement remplacés en vraiment une courte période de temps. On ne parle pas de quelques jours, mais en probablement 2 ou 3 ans, il n'y aura plus ces autres virus-là. Et déjà, dans la première saison, vous allez le voir dans les prochains graphiques, il y a un gros phénomène de remplacement. L'influenza saisonnière n'est vraiment plus très présente. Alors, si on regarde, ça c'est le graphique aux États-Unis. Alors, vous voyez ici en orange le virus H1N1. Évidemment, ça se produit à la fin du printemps, mais vous avez les types H3 qui sont en rouge. Vous avez en bleu les H1 saisonniers et vous voyez que rapidement, ces deux types-là sous-types-là deviennent presque complètement tassés par le H1N1.
Si on regarde en Australie ce qui s'est produit, vous avez en bleu pâle les cas qui étaient positifs pour du H1N1. Vous avez en Bourgogne les cas qui étaient positifs pour d'autres sous-types. Et on peut voir, par exemple, dans une des provinces, le remplacement progressif. Ici, c'était la province dans laquelle, au début de l'épidémie, il y avait beaucoup de virus saisonniers. Et c'est par la suite qu'est arrivé le virus pandémique et tranquillement, ça a pris la place. Mais globalement, pour l'Australie, le phénomène de remplacement est relativement important. Ici, vous avez l'Argentine. Alors, vous avez en rouge, plus foncé, le virus pandémique et vous avez en orange des virus influenza A qui n'ont pas été sous-typés. Alors, ceux-là, il ne faut pas les considérer comme des virus saisonniers. Ce qui est vraiment le virus saisonnier, c'est en espèce de petit vert ou de petit bleu. C'est le virus qui est en rose. Alors, c'est une petite ligne qu'on voit à peu près pas. La même chose au niveau du Chili. Alors, les virus saisonniers sont en bleu pâle. Et vous voyez là, que ce sont très, très rares. C'est essentiellement du virus H1N1 qui a pris la place. Au Québec, donc ça, c'est la courbe épidémique qu'on a eue. Les premiers cas sont arrivés à la fin avril et l'épidémie a culminé au milieu de juin. Alors, les tests ont été rapidement concentrés vers les patients qui étaient hospitalisés. Par contre, donc cette courbe-là ne parle pas de l'ensemble de l'épidémie, mais seulement des cas hospitalisés et des patients décédés. Alors, vous voyez que vraiment, c'est le milieu de juin, donc à partir à peu près du 8-9 de juin jusqu'au 24 juin, qui ont été les semaines les plus intenses. Et au niveau canadien, au 29 septembre, on avait 1459 patients qui avaient été hospitalisés. 60% des gens avaient une maladie chronique. Donc, parmi les gens hospitalisés, 60% avaient une maladie chronique. 288 avaient été admis aux soins intensifs, 70% avaient une maladie chronique, 76 décès, 80% avaient une maladie chronique. Donc, l'hospitalisation, les soins intensifs, les décès, fortement associés à la présence d'une maladie chronique. Si on regarde les hospitalisations par groupe d'âge, vous pouvez voir que, donc, ici, chez les tout jeunes, l'hospitalisation est fréquente. Quand on arrive à partir de 10 à 14 ans, jusqu'à plus tard dans la vie, ça reste à peu près stable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'incidence de la maladie, donc le nombre de patients qui étaient malades, était beaucoup plus élevé dans ce groupe-là. Et donc, pour avoir un même nombre de patients hospitalisés, ça veut dire que le risque d'hospitalisation chez des personnes plus jeunes est beaucoup plus faible. De la même façon, on a quelques personnes de plus de 60 ans qui sont ici, mais il y a eu très peu de personnes âgées qui ont été infectées. Par contre, celles qui ont été infectées ont plus souvent été hospitalisées que des jeunes personnes. Ici, c'est le taux de mortalité et d'admission aux soins intensifs, les deux ensemble, par groupe d'âge. Et vous voyez encore une fois une espèce de plateau qui survient à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. Et en fait, on peut voir... Ici, vous avez donc la proportion des patients avec au moins une maladie chronique. On voit pour l'hospitalisation que les tout jeunes enfants, il y en a moins qui ont des maladies chroniques, mais dès qu'on arrive à partir de 1 an et plus, on a entre 45 et 90% des gens hospitalisés qui avaient une maladie chronique. La même chose au niveau des soins intensifs ou des décès. Quand on regarde, c'est probablement une des diapositives qui vous intéresse le plus, quel est votre risque si vous faites l'influenza H1N1? Quel est le risque d'hospitalisation pour 100 000 personnes atteintes chez des personnes en santé? Donc, si on prend des personnes en santé qui font l'influenza H1N1, quel est leur risque d'être hospitalisés? Et on a, chez le moins d'1 an, 1% de ces enfants-là qui vont être hospitalisés. Si on regarde chez les 5 à 14 ans, environ 1 pour 1000, et chez les personnes d'âge adulte, environ 1 pour 1500. Ces calculs-là sont basés sur le fait qu'on aurait eu dans la population canadienne 2% de tous les groupes d'âge qui ont été affectés. En réalité, dans ces groupes d'âge-là, on a probablement au niveau canadien des pourcentages de cette nature-là. Chez les adultes,
probablement que si on prend les gens de 45 à 64 ans, même les gens de 25 à 44 ans au niveau national, on est probablement un peu en bas de ça. Si on a eu un taux d'attaque global de 1 bien, la probabilité devrait être 2 fois plus élevée. On aurait un risque qui ne serait pas de 1 par 1500, mais 1 par 750. Ce n'est pas des chiffres astronomiques, mais ça, c'est des chiffres de risque d'être hospitalisé si on est en bonne santé, qu'on n'a aucun autre problème de santé et qu'on attrape l'influenza H1N1. Parmi les patients hospitalisés de 15 ans et plus, 15 donc une personne sur 7 hospitalisée, va aller aux soins intensifs. 5 des patients hospitalisés vont décéder chez les gens en bonne santé. Chez les gens avec une maladie chronique, c'est une toute autre histoire. Le risque pour un enfant avec une maladie chronique d'être hospitalisé s'il fait l'influenza, c'est de 1 sur 10. Si on regarde les adultes avec une maladie chronique, le risque chez les 15 à 64 ans est de l'ordre de 1 pour 150 d'être hospitalisé. Et le risque d'aller aux soins intensifs, il n'est plus de 15 il est de 25 et le risque de décéder varie de 2 à 10 Donc, l'hospitalisation, le risque est maximal chez les nourrissons et les 1 à 4 ans. Par contre, dans ce groupe d'âge-là, au niveau canadien, il y a eu un seul décès. Donc, le risque d'hospitalisation est important, le risque d'aboutir aux soins intensifs est important, mais on a eu très peu de décès dans le groupe des moins de 5 ans. Chez les personnes en santé de 20 à 45 ans, le risque d'hospitalisation est d'environ 1 par 1500. Le risque est 10 fois plus élevé si un patient a une maladie chronique. Les soins intensifs, 15 chez les personnes hospitalisées sans maladie chronique, chez les gens qui n'ont pas de maladie chronique, qui sont hospitalisés, 15 vont aller aux soins intensifs, 25 si vous avez une maladie chronique. Et le décès globalement, pour tous les groupes d'âge ensemble, 3 chez les personnes sans maladie chronique qui ont été hospitalisées et 7 chez les patients avec maladie chronique parmi ceux qui ont été hospitalisés. Si on regarde la performance du Canada, donc on a un taux de fatalité parmi les patients hospitalisés qui est assez semblable à celui qu'on a retrouvé dans les autres pays. Aux États-Unis, on parle à peu près 6,5 des patients hospitalisés qui vont décéder. En Australie, ils sont aux alentours de 3,5 Donc, ça se situe entre 3, 7 et 8 des patients hospitalisés qui décéderont. Dans l'étude intrafamiliale qu'on a menée, on avait 47 familles. Quand on enlevait le premier cas confirmé et on regardait quel était le risque pour les membres de la famille d'un cas de H1N1, on pouvait voir qu'il y avait parmi les 120 personnes exposées, donc en ayant exclu le cas primaire, on avait 60 des gens qui ont présenté des symptômes de l'influenza. Parmi les 120, 34 on a confirmé l'influenza. Et donc, le risque à l'intérieur d'une famille d'attraper l'influenza, que vos enfants ou que d'autres membres de la famille attrapent l'influenza, se situe probablement entre 1 sur 2 ou à 1 sur 3, donc entre 33 et 50 si quelqu'un d'autre amène l'influenza à la maison. Chez les femmes enceintes, alors, il y a eu un article qui a été publié au mois de juillet des taux d'hospitalisation chez les femmes enceintes. C'est des taux d'hospitalisation qui sont 4 fois plus élevés que ceux dans la population générale pour des femmes du même groupe d'âge. Parmi les 87 décès rapportés durant les 10 premières semaines de l'épidémie, 7 ou 8 donc des décès étaient chez des femmes enceintes. On a rapporté des pertes fœtales du travail prématuré, mais en fait, des données sur les issues de grossesse, on n'en a à peu près pas. 266 décès investigués au début septembre ont montré que 6 des décès étaient survenus chez des femmes enceintes, alors que ce groupe-là représente seulement 1 de la population. Donc, il y a vraiment un problème particulier pour les femmes enceintes. Et vous allez voir, au Canada, 77 femmes enceintes, soit 28 des femmes de 15 à 44 ans qui ont été hospitalisées. Donc, c'est vraiment plus que ce à quoi on s'attend. Par contre, la fréquence des complications, elle est semblable à celle parmi l'ensemble des femmes non enceintes
âgées de 15 à 44 ans qui ont été hospitalisées. Donc, si c'était une femme enceinte, elle avait un risque de 19 d'aller aux soins intensifs par rapport à 19,7 pour les femmes du même groupe d'âge qui n'étaient pas enceintes. La létalité, le décès, 5,2 par rapport à 4,6. Et presque 40 des femmes enceintes qui ont été hospitalisées avaient aussi une maladie sous-jacente. L'âge gestationnel, donc à quel moment de la grossesse se situaient ces femmes-là, 88 étaient dans leur 3e trimestre. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose importante. Au Québec, parmi 24 femmes hospitalisées, vous pouvez voir dans la dernière ligne, 79 étaient des femmes du 3e trimestre. Au niveau de l'Australie, 71 des femmes hospitalisées sont au 3e trimestre. Donc, quand on regarde au 1er trimestre, parmi les femmes enceintes hospitalisées, 9 sont du 1er trimestre, 21 sont du 2e trimestre et 70 sont du 3e trimestre. Donc, vraiment, il y a une augmentation d'un trimestre à l'autre du risque d'hospitalisation. Et en fait, pour les femmes enceintes, ce n'est pas seulement un risque d'hospitalisation, c'est vraiment aussi un risque de décès. La morbidité, donc, augmente au 2e trimestre, mais concentrée surtout au 3e trimestre, avec très peu de données sur les issues de grossesse. Le diagnostic de cette maladie-là et le traitement, alors, il y a des diagnostics qui se font par sérologie, donc on fait une prise de sang à un moment, on répète une prise de sang un peu plus tard. C'est des techniques qui sont utilisées pour la recherche, qui ont peu d'applications pour la clinique en général. La culture virale, donc on prend des sécrétions qu'on met dans des cellules pour voir si le virus se réplique. Ça fonctionne bien, mais c'est lent. Donc, pour le diagnostic, pour l'utilisation du traitement, c'est trop lent, mais ça reste une des techniques qui est utilisée dans plusieurs laboratoires. Ça prend 3 à 10 jours pour avoir le résultat. Il y a des tests beaucoup plus rapides, des tests d'immunofluorescence, des tests de PCR ou qu'on appelle les tests d'amplification d'acide nucléique en français, excusez-moi, qui donnent des résultats assez rapides, donc en 2 à 4 heures. Et il existe des tests rapides qui peuvent donner des résultats en 30 minutes. Pourquoi ces tests-là sont utiles? Bien évidemment, ils vont nous aider à décider est-ce qu'on doit donner un traitement, mais ils ont un problème, c'est qu'ils vont souvent manquer de sensibilité. La sensibilité étant la proportion des vrais cas qu'on identifie avec notre test. Alors, si on a une sensibilité de 80 on va identifier 8 cas sur 10. Des fois, parmi les tests rapides, on a une sensibilité qui est tellement mauvaise que la majorité des cas, on ne les détectera pas. Mais ça, c'est pour les tests, je dirais, qui peuvent être utilisés en cabinet. Le traitement aux antiviraux, alors, on l'utilise pour les cas suspectés qui requièrent une hospitalisation. Donc, si on doit hospitaliser quelqu'un parce qu'on pense que c'est l'influenza H1N1, on commence les antiviraux. Pour les cas suspectés présentant des symptômes depuis moins de 24 heures et ne nécessitant pas une hospitalisation, mais qui correspondent aux personnes à risque élevé de complications liées à l'influenza. Alors, qui sont ces personnes-là? Ce sont les personnes qu'on a vues dans les hospitalisations, les jeunes enfants, les personnes avec des maladies chroniques, les femmes enceintes. Ces gens-là devraient recevoir des antiviraux, même s'ils n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Le but des antiviraux, c'est de prévenir l'apparition de ces complications-là. Donc, le traitement devrait être initié le plus rapidement possible, idéalement à l'intérieur d'une fenêtre de 48 heures après le début des symptômes. On a 2 antineuraminidase qu'on utilise. Le plus important, c'est l'oseltamivir ou Tamiflu. Le dosage, c'est 75 mg 2 fois par jour aux 12 heures pendant 5 jours. Et en fait, le premier jour du traitement, on doit s'organiser pour donner 2 doses. Donc, si vous avez un patient qui arrive à 3 heures de l'après-midi, il prend sa première dose-là, il prend sa deuxième dose la même journée avant de se coucher et le lendemain, il continue avec un intervalle de 12 heures entre chaque dose. Mais la première journée, pour les patients qui vont être traités avec des antineuraminidase, on doit donner les 2 doses. Pour le deuxième produit, qui est le zanamivir, alors l'oseltamivir, c'est des comprimés. Le zanamivir, c'est un produit en inhalation et il est
pas recommandé chez les patients qui ont des maladies respiratoires sous-jacentes sévères comme de l'asthme ou des maladies pulmonaires obstructives chroniques parce qu'il y a eu des bronchospasmes sévères qui ont été rapportés. Par contre, il y a des patients qui peuvent être nauséeux avec le H1N1, ne pas être capables de prendre de l'oseltamivir et le Relenza, qui est le zanamivir, est un très bon produit dans ces circonstances-là. Alors, le dosage, c'est 2 inhalations 2 fois par jour aux 12 heures pendant 5 jours, donc la même durée de traitement que l'oseltamivir et encore une fois, 2 doses la première journée. Les tests de laboratoire, donc, je pense que ce qui est important quand on utilise des antineuraminases, c'est de les donner précocement. Attendre le résultat de tests de laboratoire peut retarder la prise précoce et l'autre problème, c'est que si on suspecte du H1N1 chez des patients, on va avoir des tests, des fois, qui sont négatifs chez des vrais patients et on aurait un problème de ne pas les traiter si on se fie uniquement sur le test de laboratoire. Quand on va arriver dans la période intense d'influenza, de dire « j'ai quelqu'un avec les symptômes typiques de l'influenza, je traite », c'est une bonne pratique. Évidemment, quand la maladie est rare, quand on va être rendu en fin d'épidémie, puis qu'on aura peut-être d'autres virus respiratoires hivernaux qui vont co-circuler, est-ce qu'on devra continuer à utiliser des tests? Ça sera à évaluer à ce moment-là. Mais c'est clair que quand on arrive dans les 4 semaines les plus intenses de l'épidémie, ces 4 semaines-là qui concentrent à peu près 75% de nos cas, on devrait traiter avec une symptomatologie clinique. La résistance, donc actuellement, le virus est susceptible à l'oseltamivir et au zanamivir, mais tout le monde, partout dans le monde, surveille l'apparition de résistance, sa croissance. Il y a eu un cas qui a été identifié sur la rive sud vers le Bas-Saint-Laurent. C'est actuellement pas un problème largement répandu, mais évidemment, ce virus-là peut changer rapidement et évidemment, on adaptera les traitements à la situation épidémiologique. Alors, la vaccination, je pense qu'évidemment, le vaccin va être offert en premier aux groupes qui ont les plus grands risques. Ces groupes-là, les enfants âgés de 6 mois à 4 ans, les personnes de moins de 65 ans avec des maladies chroniques, les femmes enceintes, peu importe le stade de la grossesse, les travailleurs de la santé, incluant les premiers répondants, les gens qui vivent dans des localités ou des communautés éloignées ou isolées, et les personnes qui habitent avec des personnes à risque élevé de complications qui ne peuvent pas répondre au vaccin, par exemple des nourrissons de moins de 6 mois. Alors, les parents de nourrissons de moins de 6 mois vont se voir offrir la vaccination et les personnes qui vivent avec des personnes immunosupprimées vont se voir offrir la vaccination dans un premier temps. Par la suite, tout le reste de la population sera invité à se faire vacciner. Vous avez entendu parler que le vaccin qu'on utilisera est un vaccin avec adjuvant. Alors, qu'est-ce que c'est un adjuvant? C'est un produit qui augmente la réponse immunitaire. Il faut comprendre que avec la vaccination influenza, on était confronté à un problème. Les gens qui avaient les plus grandes complications, les plus grandes mortalités à cause de l'influenza, c'était les personnes âgées et les personnes très âgées. Ces personnes-là ont un système immunitaire qui est en déclin, qui ne répond plus bien à la vaccination et on cherchait à améliorer leur réponse. Quand on a commencé, quand les compagnies pharmaceutiques ont développé ces produits-là, ils les ont d'abord testés chez les personnes âgées. Est arrivée la grippe aviaire, la grippe H5N1, et on s'est rendu compte lorsqu'on a fait les premiers essais cliniques avec le vaccin H5N1 que la méthodologie standard, l'utilisation donc d'hémagglutinine sans adjuvant, ne donnait pas de réponse immunitaire. Les gens ne répondaient pas. Il a fallu rajouter un adjuvant pour induire une bonne réponse immunitaire. L'avantage de l'adjuvant, donc, c'est que ça stimule une bonne réponse immunitaire et de plus, ça permet de diminuer la quantité d'antigènes qu'on va mettre dans le vaccin. Et donc, ça permet de produire plus de doses, de donner accès au vaccin à plus de personnes. Donc, ça stimule la réponse immunitaire, ça permet de maintenir la présence des antigènes, donc ce qu'on injecte au site d'injection plus longtemps. Et on utilise
d'autres adjuvants. Le mot adjuvant a l'air peut-être neuf, mais en réalité, dans nos vaccins qu'on donne depuis au moins une trentaine d'années, on a de l'aluminium, en fait de l'hydroxyde ou du phosphate d'aluminium, qu'on appelle l'ALA, qui est un adjuvant. Ce qu'on a dans le vaccin influenza de cette année, c'est un autre type d'adjuvant, mais déjà, les adjuvants existaient dans notre vaccination courante. Comment s'appelle notre adjuvant ici? Il s'appelle ASO3, et donc c'est une émulsion d'huile dans l'eau. Et la question de pourquoi il y a eu un choix d'aller vers un vaccin avec adjuvant, c'est d'abord une demande de l'OMS qui demandait d'avoir un adjuvant pour pouvoir produire plus de doses, rendre le vaccin disponible à plus de monde et pour pouvoir avoir une réponse possiblement élargie contre les souches du virus qui subiraient une mutation. Ce qu'on a pu voir avec les essais cliniques avec le H5N1, c'est que ce virus-là, il a évolué à travers les années et quand on vaccinait des volontaires avec le vaccin H5N1 avec adjuvant, on pouvait voir qu'il y avait une protection contre le virus qui avait changé à travers les années. Et donc, on pense qu'il y a peut-être une réponse, une immunité croisée plus forte avec un vaccin avec adjuvant qu'avec un vaccin sans adjuvant. Quelle va être l'efficacité du vaccin? Bien évidemment, la vraie efficacité est toujours mesurée après l'épidémie. On développe un vaccin, on n'a pas mis des volontaires en face de la maladie pour voir s'ils étaient pour devenir malades. Donc, on va mesurer l'efficacité à la fin de l'épidémie. Par contre, ce qu'on peut mesurer chez les gens qui ont participé au développement du vaccin, c'est la réponse immunitaire lorsqu'on les vaccine. Et on peut voir qu'avec une dose de vaccin, on a augmenté les niveaux d'anticorps pour atteindre un niveau d'anticorps protecteur chez 95% des personnes qui avaient été vaccinées, qui étaient des adultes. Alors, les données qu'on a actuellement sont des données chez des adultes et 95% d'entre eux développent une réponse immunitaire qui est considérée comme protectrice avec ce vaccin-là. Donc, on s'attend à ce que l'efficacité, la protection réelle contre la maladie soit d'au moins 80%. Ce 80%-là, c'est ce qu'on a retrouvé dans tous les essais cliniques randomisés depuis plusieurs années lorsque le virus qu'il y a dans le vaccin est apparié et semblable au virus qui circule. Et comme le virus H1N1 qu'on a encore maintenant au mois d'octobre et n'a pas muté par rapport au virus qui a servi à faire le vaccin, on devrait avoir une efficacité qui serait de l'ordre d'à peu près 80% ou plus. Donc, qu'est-ce que c'est cet adjuvant-là? Donc, le ASO3, dont on entend parler, ça veut dire Adjuvant System Number 3. Alors, c'est pas très élaboré comme nom. Ça a été développé par GSK. Donc, c'est un mélange de tocopherol, qui est la vitamine E, avec un squalène. Un squalène, c'est un produit qui est un précurseur du cholestérol, et du polysorbate 80, qu'on a déjà dans plusieurs de nos vaccins. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ça joue au niveau de la réponse immunitaire en facilitant le transfert des antigènes par les cellules présentatrices vers les cellules lymphocytes B et lymphocytes T. Évidemment, la question, est-ce qu'on a un vaccin qui est sécuritaire? Est-ce qu'on a un vaccin qui est dangereux? C'est évidemment une question qu'on se pose avant de vouloir se faire vacciner. Ce vaccin-là, en fait, le vaccin qui utilise du ASO3 a été utilisé chez 39 000 personnes qui ont participé à différents essais cliniques. Ces essais cliniques-là ont été des essais cliniques avec du H5N1, ont été des essais cliniques chez les personnes âgées avec le vaccin saisonnier. Ce n'est pas des essais cliniques avec le vaccin H1N1 actuel, avec le virus H1N1 actuel, mais c'est l'expérience qui a été ramassée au cours des années précédentes. Et l'OMS a revisé un peu le profil des vaccins avec adjuvant et a considéré que l'expérience jusqu'à maintenant s'avérait très positive et qu'il n'y avait pas d'inquiétude de sécurité. Il y a un produit qui se vend actuellement en Europe depuis quelques années qui s'appelle le Fluad. C'est un vaccin influenza saisonnier produit par Novartis. Ce vaccin-là a un adjuvant qui est le MF59 et qui est aussi un vaccin, un adjuvant qui est une émulsion d'huile dans l'eau avec squalène. Et il y a 40 millions de doses qui ont été administrées. Ces doses-là ont été administrées essentiellement chez des personnes âgées et actuellement, il y a la surveillance de la sécurité vaccinale n'a pas montré d'effets secondaires inattendus ou inquiétants parmi ce groupe-là.
Quels sont les avantages de la vaccination? Une des choses dont il faut être conscient, les gens nés depuis 1957, donc ça fait les gens de 52 ans et moins, mais même les gens de 60 ans et moins, sont des gens qui n'ont pas rencontré, lorsqu'ils étaient jeunes, un virus H1N1. Pourquoi je dis ça? La grippe espagnole de 1918, c'est un virus H1N1 qui a circulé tout seul jusqu'en 1957. En 1957 arrive la grippe asiatique, qui est le virus H2N2. Rapidement, le H1N1 disparaît et en 1968 apparaît la troisième pandémie, qui est du H3N2. Le virus H2N2 disparaît. Les gens nés depuis 1957 ont eu comme première exposition soit du H2, soit du H3. Les gens qui sont nés avant cette date-là ont été exposés comme enfants à du virus H1N1 qui, semble-t-il, quand on regarde l'épidémiologie, confère une bonne protection. On a des hospitalisations chez les plus de 60 ans, mais la fréquence de la maladie, elle est très faible. Donc, contrairement à l'influenza saisonnière, si vous rencontrez le virus d'influenza saisonnière, la majorité d'entre nous, on a une protection qui nous vient d'avoir été infectés plusieurs fois depuis notre naissance. On va avoir des symptômes beaucoup moins marqués, beaucoup moins présents qu'un jeune enfant, par exemple, qui n'a jamais eu d'infection auparavant. Avec le virus H1N1 actuel, on est comme des enfants. On n'a pas de protection. Quand on va faire l'infection, on n'aura pas une petite infection, on va avoir une vraie infection à influenza, de la fièvre, des douleurs musculaires, on va être au lit. L'infection, donc, va causer des symptômes typiques si vous l'attrapez. L'autre aspect, comme on n'a pas de protection, si on ne se fait pas vacciner, un jour ou l'autre, on va faire la maladie. Le virus H1N1 devrait être avec nous autres pour des années. Si on ne le fait pas cette année, on va l'avoir l'année prochaine, on va l'avoir l'année d'après. Tant qu'on n'aura pas d'immunité, quand on va rencontrer le virus, on va être malade. Donc, on n'y échappera pas. Si on ne se fait pas vacciner, on va un jour ou l'autre faire la maladie. Évidemment, ça pourrait arriver qu'il y ait une autre pandémie qui apparaisse l'année prochaine qui nettoie le virus H1N1, mais disons qu'on ne se souhaitera pas ça. Quel est l'avantage de la vaccination? Donc, ça va réduire les risques de maladie. Ça va réduire les risques de maladie chez tout le monde. Le risque d'hospitalisation, c'est sûr que les gens en bonne santé n'ont pas des très grands risques d'être hospitalisés, mais vous avez des risques importants de faire la maladie. Ça va réduire les risques d'hospitalisation, les risques de soins intensifs, les risques de décès par surcroît, mais ça va aussi avoir l'avantage de réduire la transmission à votre entourage, à vos patients, à votre famille, à vos amis. Si il se passe la même chose dans vos familles que ce qu'on a pu voir dans nos familles qui ont participé à notre étude, les gens qui vous entourent vont avoir un risque de 1 sur 2 à 1 sur 3 de développer eux-mêmes la maladie. Ça va évidemment réduire la pression sur le système de santé. Si on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 30 % de la population qui fasse la maladie lors de la deuxième vague s'il n'y avait pas de vaccination. 30 %, encore une fois, là, il faut comprendre que dans les 2 semaines de pic de l'épidémie, on a à peu près 50 % de tous nos cas. Si on prend 50 % de 30 %, c'est 15 % de la population québécoise. Si on applique ça aux gens de moins de 60 ans, ça fait entre 750 000 et 1 million de malades en 2 semaines. C'est difficile à gérer. Les risques de la vaccination, évidemment, le vaccin avec adjuvant, comme les autres vaccins, produisent des réactions locales, des réactions systémiques, des maux de tête, des myalgies, des fièvres, qui apparaissent chez une petite proportion des patients. Actuellement, il n'y a pas de risque avéré d'effets secondaires graves. Donc, quand on dit avéré, prouvé là, de risque d'effets secondaires graves, mais est-ce que si on l'administre à 20 millions de personnes, on aura des effets secondaires graves et rares? C'est possible qu'il y ait des effets secondaires graves et rares, mais ils vont certainement être rares parce que déjà, avec l'expérience qu'on en a sur 40 000 personnes, on ne voit pas de ces effets-là. Il y a eu le syndrome de Guillain-Barré, qui est un effet secondaire, qui est une paralysie progressive, qui a été notée lors de la vaccination de la population américaine en 1976. La vaccination en 1976 était faite avec des vaccins sans adjuvant. C'était le vaccin saisonnier ordinaire. Le risque qui était noté à ce moment-là était de 1 par 100 000 chez les personnes vaccinées.
Et il y a eu l'Institute of Medicine qui a regardé le risque de Guillain-Barré avec l'influenza saisonnière et qui disait, oui, en 1976, il y a vraiment eu un risque de 1 par 100 000. Par la suite, les études qui ont été faites, on n'est même pas capable d'être certain qu'il y a un risque associé au virus, au vaccin saisonnier contre l'influenza. La vaccination au Québec est sujette à une surveillance des effets secondaires. Il y a un groupe qui s'occupe de la surveillance des effets secondaires des vaccins au Québec pour l'ensemble des vaccins. On l'appelle le groupe ESPRIT. C'est vrai dans le reste du Canada aussi. Dans tous les pays, il y a une surveillance d'effets secondaires. On regarde toutes les déclarations qui nous sont faites de manifestations cliniques survenues après la vaccination. Si on voit quelqu'un qui arrive après une vaccination et qui a fait une convulsion, on n'est pas nécessairement certain, on n'est pas sûr que c'est la vaccination qui a causé la convulsion, mais si quelqu'un nous rapporte ça, ça va être entré dans le système de surveillance. Il y a un groupe qui va monitorer tout le long de la campagne de vaccination l'apparition de manifestations cliniques inattendues pour être capable, si jamais on voyait quelque chose, de réagir. C'est ce qui va se faire au Québec, c'est ce qui va se faire au Canada, c'est ce qui va se faire dans tous les pays. Les États-Unis vaccinent avec du vaccin sans adjuvant, ils font la même chose. Il y a une surveillance pour s'assurer qu'il ne nous apparaît pas quelque chose d'inattendu. En conclusion, la première vague de H1N1 a montré que la maladie affecte essentiellement les personnes de moins de 60 ans. Les complications se produisent 10 fois plus souvent chez les personnes avec maladies chroniques et c'est vraiment un groupe prioritaire à vacciner. La première vague a touché 1 à 3 % de la population canadienne. On s'attend à ce que la deuxième vague réussisse à atteindre 30 % de la population s'il n'y a pas de vaccination. Le meilleur moyen de vous protéger, de protéger vos parents, de protéger votre famille, vos patients, de protéger votre famille, c'est de vous faire vacciner. Et évidemment, je vais vous encourager à recevoir le vaccin quand il deviendra disponible. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais, avant la période de questions, remercier M. Martin Lapointe de la compagnie Merck et Mme Paradis de la compagnie Janssen, qui nous a permis d'inviter le Dr. Dessert. Première question. Bon, en fait, dans les maladies chroniques, on a, je dirais, 3 pathologies qui sont fréquentes. Les maladies pulmonaires, donc asthme, maladies pulmonaires obstructives chroniques et compagnie. Les maladies cardiaques, donc on parle des gens qui ont des maladies ischémiques, de l'insuffisance cardiaque. L'hypertension artérielle ne fait pas partie de ça. Hein, je pense que c'est important. Le diabète. Donc ça, c'est certainement les 3 groupes les plus nombreux. Maintenant, il y a une liste qui est beaucoup plus longue que ça, qui est la liste des gens à qui on recommande généralement d'avoir le vaccin influenza saisonnier. Oui? Ces gens-là aussi font partie des gens à qui on recommande. Vous avez peut-être vu, cette semaine est sorti dans le New England Journal of Medicine les patients qui ont été admis aux soins intensifs en Australie et en Nouvelle-Zélande lors de la première vague. Alors, on décrit un petit peu chacun des types de patients et on voit là aussi, comme ici, que les patients avec différentes pathologies chroniques sont plus fréquemment admis aux soins intensifs ou décédés. Une des choses importantes de cet article-là, vous avez entendu parler de l'obésité. En fait, dans cet article-là, on mentionne que près de 30 % des patients aux soins intensifs avaient des index de masse corporelle de plus de 35 et plus. Alors, c'est quand même une bonne obésité, mais 30 % des patients aux soins intensifs avec ça, c'est certainement... c'est pas un groupe qui est identifié comme étant un groupe avec maladie chronique, mais je pense que dans les circonstances, avec une forte obésité, on aurait des risques de complications. Je suis allergique au porc. Vous êtes allergique au porc? Ah. Alors, il n'y a aucun problème. Les vaccins de l'influenza sont produits sur des œufs. Alors, on inocule le virus sur des œufs. Normalement, pour l'influenza saisonnière, un œuf produit 1 à 3 doses. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Avec le virus adjuvanté, on est capable de produire 4 fois plus de doses avec un même œuf. Mais il n'y a aucune protéine de porc là-dedans.
La seule chose qui est reliée au porc, c'est que le porc a été un des animaux qui a été infecté par ce virus-là, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le virus porcin, mais il n'y a aucune protéine de porc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter d'aucune façon de vous faire vacciner, et vous ne serez pas allergique à ce vaccin-là. Une fois qu'on est vacciné, la protection maximale va avoir lieu dans combien de jours? Bon, la protection induite par la vaccination prend environ, dans les essais cliniques, on va dire normalement, on s'attend que ça va prendre 2 semaines pour avoir monté suffisamment. Évidemment, lors d'une infection, il y a une lutte entre le virus qui se multiplie et notre système immunitaire. Plus notre système immunitaire est rapide, plus il va réussir à circonscrire rapidement l'infection. Si quelqu'un est vacciné depuis 3 jours, est-ce que le système immunitaire va être déjà assez activé pour réussir à prévenir peut-être pas l'infection, mais les complications? C'est possible, mais normalement, on calcule que quelqu'un est protégé quand ça fait 2 semaines ou plus qu'il est vacciné. Mais on peut pas... on peut penser que même avant 2 semaines, les gens bénéficieraient déjà d'une certaine protection. Qui ont fait déjà un Guillain-Barré. Ou qui ont déjà fait un Guillain-Barré, mais en fait, l'utilisation d'un adjuvant, on peut au moins, en théorie, d'une part, s'inquiéter parce que ça stimule le système immunitaire, et d'autre part, s'inquiéter que le vaccin ne fonctionne pas si on ne leur donne pas d'adjuvant, parce que souvent, on essaie de calmer leur système immunitaire. Est-ce qu'on a des données chez ces populations patientes? On n'a pas de données sur l'effet des adjuvants chez les personnes qui ont des problèmes immunitaires. Une des choses qui est importante, les essais qui ont été faits avec ce vaccin-là, quand on mettait l'adjuvant d'un côté puis on mettait l'antigène de l'autre côté, il n'y avait aucun effet. Donc, l'effet de l'adjuvant est un effet local. C'est un effet qui améliore la présentation des particules du virus à notre système immunitaire, mais ce n'est pas un effet systémique. Est-ce que c'est possible qu'il y ait, malgré qu'on ne voit pas ça quand on vaccine des 2 côtés à un même individu, que chez des gens particulièrement sensibles, ça puisse avoir un effet? En théorie, on ne peut pas dire qu'il y a pas, c'est impossible, mais en pratique, si déjà juste la vaccination sur les 2 épaules ne donne rien, on peut penser que ça ne posera pas de problème. Mais on n'a pas de données fermes là-dessus, évidemment. Répète tes questions, est-ce que... OK. Oui, c'est ça vraiment?